J'en étais en 68-69, c'est-à-dire au moment de mon départ chez les Mundang. J'ai déjà dit que cette même année que j'ai déposé ma thèse à la Sorbonne, etc., et puis il y a eu tous les bouleversements politiques de 68 et toute cette période, enfin, commencement de toute cette période heureuse d'animation intellectuelle. C'est rien de comparable à l'ambiance actuelle, en France en tout cas. Il y a beaucoup de bonnes recherches actuellement aussi, mais l'ambiance n'est vraiment pas la même. Donc je suis parti à la demande et avec Alfred Adler chez les Mundang du Tchad pour étudier trois thèmes qui m'étaient déjà assez familiers quand même, c'est-à-dire la médecine traditionnelle, la possession féminine et la divination. Et alors, à la fin de 69, nous disposions d'un important corpus de matériaux dont une bonne partie a été incorporée dans notre bouquin Le bâton de l'aveugle, divination, maladie et pouvoir chez les Mundang du Tchad, qu'on a publié donc chez Hermann en 72, je crois. Alors, pour ce livre, pour ne pas me perdre dans les détails, je préfère vous lire les comptes rendus écrits. J'ai traduit de l'anglais en français. Je laisse la parole à, je pense, Philippe Burnham, qui a publié ce compte rendu dans le bulletin of the School of Oriental and African Studies un peu plus tard. Le présent livre nous présente les Mundang de Léré, un royaume du sud-ouest du Tchad, à travers son système de divination, le Kindani. Au fond, dit-il, il s'agit d'une procédure simple qui obtient les réponses divinatoires au moyen de nombres pairs et impairs en décomptant des amas aléatoires de cailloux. C'est aussi banal que ça. Et j'ai des images là-dessus que je vous passerai. Les Kindani fournissent des informations sur les sources potentielles ou actives de malheur et de maladies dans une très grande variété de circonstances sacrées ou séculières. Les séances sont longues et le devin pose de longues listes de questions plus ou moins stéréotypées, oui ou non, concernant les sources de danger dans le monde naturel, dans le domaine surnaturel et dans les relations interpersonnelles. C'est vrai que c'est d'une obsessionnalité totale, la divination Mundang. Les auteurs se livrent à une discussion particulièrement bonne des techniques explicatives à la disposition des spécialistes du Kindani, qui semblent à première vue sévèrement limitées par la qualité rigoureusement formelle des réponses divinatoires. C'est vrai qu'il y a 4 réponses possibles des cailloux et pas plus. Réponses qui parviennent néanmoins à présenter des interprétations sophistiquées, réponses du devin, sophistiquées des événements. Les résultats de la divination sont enregistrés dans de grands cercles de cailloux disposés devant le devin. C'est là qu'il y a ici une belle photo, qui servent ensuite de dispositifs mnémoniques et permettent une récapitulation des résultats à la fin de la séance. La récapitulation de la séance, elle dure maximum, je ne sais pas, une demi-heure. En revanche, la constitution de ces cercles concentriques, ça prend généralement la journée. Le devin Mundang, c'est un véritable cantonnier, on ne peut pas dire ça autrement. Les séances produisent également des prescriptions pour les rituels à entreprendre afin d'éviter toute source de danger détectée pendant les divinations. Écrire une ethnographie sur la divination, c'est inévitablement
ouvrir une boîte de Pandore de sujets, car il faut donner au lecteur une compréhension de base de tous les domaines de la vie abordés dans les sessions divinatoires. C'est vrai que la divination mundane, ça touche à tout. C'est tellement détaillé, minutieux, obsessionnel que depuis ma démarche jusqu'à mes pensées, tout est passé en revue et chaque fois il faut brasser les cailloux. C'est peut-être particulièrement vrai du présent volume, car les divinations de Mundang sont de plusieurs types et impliquent non seulement des consultations privées par des individus, mais aussi d'importantes consultations publiques entreprises au nom du roi divin, au nom de la société tout entière. Il faut savoir que pour les Mundang, effectivement, leur roi a été qualifié de roi divin et l'originalité de notre démarche a été Adler était sur les questions d'anthropologie politique et la royauté sacrée et moi j'étais sur les questions, on a distribué les tâches comme les questions privées et en particulier médicales. Adler et Zemplini ont fait un excellent travail en résumant les données pertinentes de A à Z, fait de l'humour, et bien que le livre ne soit pas facile à lire, c'est une tentative très réfléchie qui mérite une attention particulière. Et voilà. Alors, c'est le double problème que Burnham relève, à savoir que la divination restitue à la fois la résolution des affaires privées, comme la maladie, et la gestion rituelle de l'ordre cosmopolitique gagé sur la personne du roi sacré des Mundang. Et d'autre part, ce qu'il dit, que cette forme de divination rigoureusement formelle pose de façon aiguë la question de l'adéquation de son code rigide aux conjonctures événementielles, tant privées que publiques, et ça a été bien au centre de mon analyse, c'est-à-dire que son compte-rendu est exact. C'était ça qui nous occupait. Et alors, voici comment un autre chercheur, Horner, reformule ce second problème dans American Anthropologist, parce qu'il y a eu plusieurs comptes rendus. La divination est un paradoxe. Elle concerne et doit équilibrer des contraires tels que l'inscription et la prescription, la croyance et le comportement. Comme dans le judaïsme, notent les auteurs, il existe une relation opposée et fonctionnelle entre un code rituel fixe, la Masorah, et les commentaires et l'interprétation de la tradition pour les fidèles. On est toujours dans des questions similaires, causalité a priori, causalité a posteriori, code et événement, etc. C'est une question générale de l'anthropologie, je pense. Ainsi, pour le Mundang, le devin interprète le code formel établi qui communique à l'homme la volonté des ancêtres. C'est son pouvoir aveugle, d'où le titre du livre, Le bâton de l'aveugle. Le livre est clairement écrit, les graphiques sont compréhensibles, les illustrations renforcent et éclairent le texte. Certainement l'un des meilleurs livres écrits sur la religion apparaît ces dernières années. Les auteurs doivent être félicités pour cela. Espérons que le monde anglo-saxon ne se hâte pas d'attendre longtemps la traduction de cet important livre. Il ne s'est pas hâté parce qu'il n'a jamais été traduit. Enfin, bon, c'est pas grave. Enfin, un autre chercheur Brain attire tout de même l'attention des lecteurs d'Africa sur une de nos réponses à la question du mode d'adéquation du code divinatoire Mundang aux aléas des événements. C'était ça la question centrale. C'est-à-dire, et alors là, pour comprendre ça, il faut voir ce qu'il fait, le dédoublement des catégories utilisées, chaque catégorie, mettons que je prends la maison, cette maison et mon appartement. Le lieu de ma résidence, c'est toujours dédoublé. Toutes les catégories sont dédoublées. Le thérapeute et sa tête,
je ne sais pas, la tortue et sa carapace, ce qui permet de donner, les devins sont malins, permet de donner des réponses ambiguës, c'est-à-dire interprétables dans un sens ou dans l'autre. Alors, voilà ce qu'il dit. Les auteurs rejettent des explications fonctionnalistes du rôle du devin comme étant évident et même tautologique et préfèrent une analyse basée sur le choix des symboles dont dispose le devin, la forme grammaticale de ses annonces et les modifications apportées à son code au fur et à mesure de son travail. Ils discutent en détail les catégories symboliques et leurs motifs, notant par exemple que la plupart des catégories duelles sont en paires interdépendantes, ce que je viens de dire, ma tête et moi, c'est interdépendant, la terre et les esprits de la terre, l'eau et les jarres d'eau, les femmes et les enfants, et qui ne sont pas en contradiction. Les auteurs montrent également, c'est là-dessus qu'on a fondé notre interprétation de l'adéquation entre code et événement. Si un événement arrive, je peux interpréter comme ci ou comme ça. Le devin ne se prononce pas là-dessus. Les auteurs montrent également que les catégories rituelles et symboliques des Mundang sont manipulées par le devin pour qu'elles forment une sorte d'opéra aperta dans ses mains, les motifs rituels étant adaptés aux situations individuelles. Cette approche fournit une analyse originale et provocante de la divination africaine, appuyée sur une abondante documentation de base. Voilà, pour le livre, je ne tiens pas à en dire plus, ça suffit déjà. C'est un des problèmes centraux qui a été abordé là-dedans. Alors, je précise que le Kindani Mundang est dérivé de la géomancie arabe. Et elle se fait donc au moyen de cailloux laborieusement décomptés par le devin Mundang. Cela dit, et c'est là que je passe à un autre thème, cela dit, on peut faire la divination pratiquement avec n'importe quoi. Des signes tracés sur le sable, des objets symboliques jetés à terre, la main du devin qui s'abat sur sa cuisse, je vais en parler au sujet des Sénoufos, une souris enfermée dans une boîte, chez les Baoulés Côte d'Ivoire, c'est ça, des cartes qu'on tire, du marc de café, une boule de cristal et ainsi de suite. On peut faire la divination avec quasiment n'importe quoi. À mon avis, c'est probablement peut-être même l'institution humaine qui connaît la plus grande diversité dans le monde. La divination, il y a vraiment beaucoup de formes. Et d'où je note ça parce que c'est de là que vient entre autres mon intérêt comparatif pour la divination, pour cette institution, et la publication d'une petite théorie la concernant, et toujours dans mon texte, la maladie et ses causes. Et ça, je vais vous raconter rapidement. Le Kindani Mundang n'était pas loin de là ma première rencontre avec la divination, puisque forcément, au Sénégal, à cause de toute mon enquête, je me suis beaucoup occupé de toutes sortes de techniques divinatoires. Et puis ensuite, c'est plus tard, chez les Sénoufos, j'ai fait le musée de Quai Branly, c'est là-dessus que j'ai fait mon installation et j'ai beaucoup filmé la divination, je me suis beaucoup occupé. Divination Mundang Sénoufo, c'est encore tout autre chose que le travail de cantonnier du devin Mundang.
Alors, pour moi, à ce moment-là, le temps d'une approche comparative est un peu venu, d'autant plus qu'au fil de mon séminaire à Nanterre, puis l'écriture du bâton de l'aveugle, j'ai passé en revue toutes les théories possibles et imaginables sur la divination. J'ai tout, à ce moment-là, j'avais tout lu, j'ai tout oublié aussi déjà. Alors, l'argument, c'est ça que je veux résumer tout simplement. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est cette petite théorie de la divination? 4 points. Premièrement, quel est le domaine propre de la divination? Ça a l'air d'être une question simple, mais ça ne l'est pas. Dans les sociétés africaines, en tout cas, où la divination est étroitement intégrée dans la vie privée et publique, comme le cas Mundang le montre, la divination régit d'innombrables comportements, courants ou exceptionnels. Autrement dit, elle recoupe tous les domaines de la vie sociale, tous les domaines du savoir et de la pratique. Si vous y réfléchissez, religion, magie, justice, médecine, politique, elles sont tous ces domaines sont dépendants des diagnostics, des pronostics et des prescriptions du devin, alors que le devin, lui, il n'a aucun besoin du concours du prêtre, du juge, pour décider ce qu'il fait. Il y a là une sorte de dissymétrie. Il n'a pas besoin des autres dans l'exercice de sa fonction. Autrement dit, toute la société est tributaire de la divination au moment où il reconnaît que l'expérience, le savoir, la tradition, la sagesse ou la ruse est incapable d'expliquer la contingence de l'irruption des forces invisibles dans les affaires humaines. C'est ça, c'est le premier domaine propre de la divination. Et moi j'affirme que l'objet propre de la divination, quelle que soit sa forme, c'est la contingence de l'invisible. Ben, c'est un peu bizarrement dit, mais je pense. Alors, quelle est l'opération divinatoire élémentaire? Une opération divinatoire élémentaire consiste d'une part à choisir une cause, un agent, une origine et une solution parmi les agents, les causes, les origines et les solutions possibles de l'événement, et d'autre part à conférer à ce choix, et c'est ça que je considère un peu comme important, conférer à ce choix la double valeur d'une sentence et d'une assertion, c'est-à-dire d'un énoncé juste et vrai. Vrai. C'est ce que pour les clients, le devin, pour les clients du devin, n'est pas un sage. On pense ça souvent. Mais il n'est pas un sage qui est censé dire ce qui est profond, pesé, prévisible, raisonnable ou probable. Mais le devin est habilité à établir la vérité. Quoi qu'il en soit de ses ruses et du scepticisme de ses clients face à ses paroles, l'énoncé divinatoire se donne pour vrai et pour vérifiable, c'est-à-dire pour un énoncé sanctionnable par l'expérience. Alors d'où la question, d'où vient la croyance à la véracité des énoncés du devin? Pourquoi on pense que ce qu'il dit est vrai? Si je réfléchissais à cela, cette question se pose. Quel est le fondement de la véracité de ces assertions? Ma réponse dans ce texte, c'est que c'est l'opération rituelle même qui permet de les formuler. Que ce rituel prenne la forme de l'administration d'un poison à une série de volailles, dont la mort ou la survie corrobore ou infirme les 6
cela arrive alors P alors Q de Evans Pritchard au sujet des ondées que tout le monde connaît, ou que ça consiste à la lecture des configurations d'un foie animal, comme c'est le cas en Mésopotamie, confère Bottero, ou qu'il s'agit de déchiffrage d'un tableau géomantique dans le monde arabe, ou des tirages au sort du devin mondan, l'action du devin, la production du présage et la lecture de l'oracle est le fondement performatif de la véracité de ces assertions. C'est ça que j'affirme, que c'est dans l'action qu'il faut chercher le fondement de la véracité de l'acte divinatoire. Que la divination est un rituel de démonstration et d'énonciation de la vérité cachée, où actes et paroles sont indissolublement liés. Dans mon texte, j'ai fini un peu la présentation de cette petite théorie sur la divination et j'affirme que l'acte divinatoire est en quelque sorte l'inverse de l'énoncé performatif, ce qu'on appelle l'énoncé performatif, concert, Austin, Searle, etc. En disant « je te promets », le locuteur dit quelque chose et son dire est en même temps un faire, ce qu'on appelle un acte de parole. En effectuant le geste divinatoire, le devin fait quelque chose et son faire non-verbal devient un dire. C'est ça que j'affirme. C'est un acte assertif quant à la vérité des sentences de son dispositif. C'est-à-dire que ce que fait le devin, par exemple ça chez les Mundans, chez les Sénoufos, son geste, c'est ce qui confirme que ce qu'il dit, c'est un acte divinatoire. Mais je vais le dire. Alors, parce qu'il faut compléter les traits précédents par un quatrième qui est tout aussi important, c'est que la divination est caractérisée en outre par un quatrième trait essentiel qui est l'effacement du sujet de l'énonciation. L'objection de la différence entre, on fait ça souvent, qu'on oppose ce qu'on appelle les mantiques, les divinations inspirées aux divinations instrumentales, comme le devin Mundang, par exemple, qui travaille avec des cailloux, tandis que d'autres tombent en transe et c'est spirit mediumship, ils racontent ce qu'ils ont à transmettre. Mais cette opposition, de ce point de vue-là, ne tient pas la route. Les énoncés analytiques du devin et les paroles dites inspirées du médium ont une propriété commune. L'individu particulier qui les prononce se récuse ab ovo et est récusé par définition comme sujet de l'énonciation divinatoire. Ce n'est pas lui qui parle. Ce sujet, on dira, objection classique, est l'entité invisible, par exemple la terre chez les Mundang ou le Sando chez les Sénoufos, que c'est une entité invisible dont le devin décrypte le message, comme on dit couramment, ou dont le médium, on dit également couramment, transmet le message. Mais je pense que dans l'époustouflante diversité des dispositifs divinatoires, on trouve de très multiples techniques qui se passent absolument de toute référence explicite à des entités invisibles. Voir par exemple la divination chinoise, décrite par Van der Merch, ou tout simplement la cartomancie européenne, vue par Jean Favret, par exemple. En fait, la référence à un sujet d'énonciation invisible ou divin importe moins que la démonstration rituelle de l'effacement du sujet d'énonciation humain, que ce n'est pas le devin qui dit ça, mais ce n'est pas l'individu particulier. Toute divination inspirée ou inductive est
acte qui comporte deux opérations bien distinctes. Premièrement, la transmission de certains messages ou contenus, c'est-à-dire un acte de communication, comme on dit couramment. Et deuxièmement, la démonstration de l'origine impersonnelle de ces messages qui induit un rapport spécifiquement divinatoire entre le consultant et le devin, c'est-à-dire un acte de métacommunication, banalement. La transe du médium et l'opération instrument, par exemple probabiliste du devin Mundang, sont des actes de métacommunication fonctionnellement équivalents. C'est ce que j'affirme. Ces actes focalisent l'attention sur l'effacement du sujet d'énonciation humain et ils induisent de la sorte l'effet de la véracité impersonnelle des énoncés du devin. Voilà à peu près un résumé de ma petite théorie. Et suite à un colloque très intéressant organisé par Gilles Bibou et Hélène Corin, que je connaissais déjà et apprécié depuis longtemps, avec qui nous avons eu de multiples échanges au sujet de plusieurs thèmes d'anthropologie médicale déjà, et au sujet de la possession, confère le culte Ebola. Hélène est venue avec ça de l'Afrique, je pense. Donc j'ai publié une version anglaise révisée de cette théorie dans l'ouvrage collectif qu'ils ont publié sous le titre Beyond the Textuality, qui explorait en 1995 quelques portes de sortie de la crise postmoderne de l'anthropologie anglo-saxonne, pour autant que je me souviens. Et dans sa conclusion, Pierre Maranda a cherché à situer mon approche par rapport à cette crise assez bien connue. Et je note par ailleurs que Pascal Boyer a intégré mon approche à sa façon dans son livre Tradition as Truth and Communication, qui est paru en 90. Ici, même dans cette pièce, avec Pascal, j'étais très amis à l'époque, on a énormément discuté de divination, entre autres, et Mundang, entre autres.